20 ans après sa disparition, François Mitterrand reste une énigme. Jamais un homme politique français n'a suscité autant de commentaires contradictoires, de son vivant comme après sa mort. Au-delà de sa carrière politique, sa personnalité complexe et mystérieuse ne cesse de fasciner. Pourtant, grâce à des fragments des archives de l'ancien président de la République, il est possible de reconstituer son cheminement personnel, depuis ses années d'enfance jusqu'à sa vie avec Anne Pinjot et sa fille Mazarine. Vous écoutez Anne Pinjot et François Mitterrand, fragment d'une passion amoureuse, épisode 1. En cet été 1963, François Mitterrand s'est réfugié à Hossegor pour se protéger de la violence du combat politique parisien. Celui qui a été le plus jeune ministre de l'histoire de la République et qui a multiplié les postes ministériels les plus prestigieux de 1947 à 1957, a vu son horizon politique s'obscurcir durablement en 1958, lors du retour au pouvoir du général de Gaulle, qui a depuis marginalisé toute opposition. Comme il le fait chaque jour lorsqu'il séjourne à Hossegor, et pour lutter contre la dépression qui est en train de le gagner, François s'adonne au golf, son passe-temps favori. C'est sur le green qu'il a sympathisé depuis plusieurs années avec un industriel clermontois, Pierre Pinjot, qui fabrique des pièces de métallurgie, notamment pour les usines Michelin. Pierre Pinjot et François Mitterrand ont le même âge, et surtout la même éducation catholique de la bourgeoisie provinciale. Pierre Pinjot invite souvent François Mitterrand, accompagné de son fidèle partenaire de golf et ami André Rousselet, dans sa maison face au lac d'Hossegor. C'est là que François Mitterrand a été subjugué au fil du temps par l'une des filles de Pierre Pinjot. En cette année 1963, Anne Pinjot a 20 ans et elle est resplendissante. Belle, vive, passionnée d'art. Anne éblouit François, qui reconnaît chez la jeune fille cette indépendance d'esprit si rare dans les milieux conservateurs. C'est pendant cet été 63 que se noue une timide relation amicale. Premier rendez-vous, seul à seul, sur une plage sauvage, le 15 août. Anne est très impressionnée par l'ami de son père, si prévenant et si cultivé. Elle est touchée de l'intérêt qu'il porte à ses goûts artistiques. Et quand l'été se termine, François fait promettre à Anne qu'une fois à Paris, elle lui enverra un mot en souvenir de leur promenade. Alors, en octobre 1963, le député de la Nièvre prend le prétexte de cette lettre pour débuter une correspondance avec la jeune fille de bonne famille qu'il voudrait revoir à Paris. Vraiment, chère Anne, votre lettre m'a fait grand plaisir. Si j'avais obéi à mon premier mouvement, je vous aurais aussitôt demandé de m'accorder un moment cette semaine. Mais je me suis souvenu du mot de Talleyrand. Méfiez-vous du premier mouvement, c'est le bon. Aujourd'hui, cependant, je regrette de ne pas vous avoir retrouvé par cette splendeur d'automne dont la lumière est à la fois si belle et si fragile. Ce Paris-là, parmi d'autres, vous va sûrement très bien. Et c'est toujours un peu bête de laisser le temps donner de l'épaisseur à l'absence. Je vous attendrai à 15h30 à la librairie La Une, boulevard Saint-Germain, près du Café des Deux Magots. Si le ciel nous sourit, tout en nous promenant, nous irons visiter quelques bons bouquinistes. Pourquoi, Anne, cette envie de communiquer avec vous? Vous qui m'avez surtout donné votre silence lors de nos fugaces rencontres. Une première lettre, puis une seconde. Avant des dizaines qui racontent les rendez-vous fixés à l'avance sans pouvoir se téléphoner. Pour une balade place Saint-Sulpice, au jardin du Luxembourg,
ou rue de Fleurus. Des lettres qui vont surtout nous dévoiler la naissance chez François Mitterrand d'un irrésistible sentiment amoureux. Merci Anne pour la rue Vieille du Temple. Merci pour le chevet de Notre-Dame. Merci pour la passerelle de l'île Saint-Louis. Merci pour le boulevard Montparnasse. Merci pour vos Girards. Merci pour mes pas heureux d'un soir heureux dans ce Paris heureux. Merci de m'avoir rendu avec votre présence, la présence du goût de vivre, d'aimer, de rire, de chercher, de comprendre. Je songe à notre promenade en forêt de Fontainebleau, à notre chemin perdu, à votre gaieté revenue. J'ai l'impression d'avoir voyagé avec vous dans un monde sans traces et sans itinéraire. Le village où nous avons dîné n'a pas de nom. La route ne finissait nulle part. La pluie tombait d'un ciel obscur, créé seulement pour abriter notre lente marche en avant. Et Anne, le goût de vous dont je ne pourrais plus me séparer, c'était comme un rivage jamais visité, de l'autre côté d'un fleuve sans mémoire. Le responsable politique, connu pour ne jamais exprimer ses émotions, va progressivement se dévoiler au fil de la plume et avouer à celle qu'il tente de séduire pourquoi il sent tout à coup que grâce à elle, c'est sa vie entière qui est en train de basculer. L'évolution que je sens en moi, le réveil de forces endormies, le besoin irrésistible de dépasser mes propres forces dans tous les domaines de la pensée et de l'action, ont coïncidé avec votre présence soudaine, imprévisible. Oui, je traverse une crise qui me bouleverse. Vous m'aidez parce que vous êtes là, parce que vous êtes un point de repère, parce que vous jalonnez mon existence quotidienne de moments lumineux. Pour la première fois, je sors de moi. Si vous saviez comme j'ai appris à garder pour moi seul mes rêves, mes ambitions, mes peines. Mêlé trop tôt à des collectivités indifférentes ou brutales, j'ai dû composer ma force autour d'un raidissement intérieur que rien ne pouvait fléchir. Ni la joie, ni la paix ne venaient plus me visiter. Avec vous, j'échange, je communique, je communie. Je suis comme délivré. Dévoré par la politique, François Mitterrand partage son temps entre l'Assemblée nationale et la petite ville de Château-Chinon, dont il est le député-maire. Une implantation dans la Nièvre devenue vitale pour résister au gaullisme ambiant. Pourtant, François prend le temps d'écrire à Anne Pinjot jusqu'à plusieurs fois par jour. Écrire pour exprimer à toute force ce sentiment amoureux qui le submerge et qu'il ne peut plus garder pour lui. Alors, un jour de mai 1964, malgré la résistance farouche que lui oppose Anne, François décide de lui déclarer sa flamme, rue Saint-Placide. Puis, une fois de retour chez lui, il lui écrit à nouveau, désespéré de ne pas savoir ce que ressent la jeune femme en retour. J'ai posé votre photo devant moi, sur mon bureau. Je viens de vous quitter. Je pense à vous si tendrement qu'il n'est pas possible qu'en cet instant votre cœur ne le sache pas. De moi à vous, tout est dit. Je ne le regrette pas, même si cela vous effraie. Anne, soyez-en sûre de tout votre être. Je vous aime. Il reste une question fondamentale. Je ne sais pas quels sont les sentiments que vous avez pour moi. Remarquez que je ne vous les demande pas. J'aurais trop peur de vous entendre redire ce que vous m'avez déclaré. Vous savez, je ne vous aime pas. Pourquoi m'avez-vous dit cela ?
vous pouviez au moins vous taire. Anne Pinjot est venue à Paris pour s'initier au mystère du vitrail à l'école des métiers d'art. La jeune étudiante est née dans une famille qui semble surgir d'un autre siècle, dans la bourgeoisie catholique et conservatrice de Clermont-Ferrand. Ses parents ont bien toléré quelques études artistiques avant le mariage, pour se distraire et pour voir Paris. Mais dans son milieu, la destinée des jeunes filles, c'est de devenir épouse et mère, après avoir écumé les rallyes traditionnels pour rencontrer son futur mari. Pas question qu'une fille de bonne famille puisse imaginer un jour travailler. Alors l'irruption de François Mitterrand, si cultivé, si passionnant, est comme une bouffée d'oxygène qui ouvrirait des horizons jusque-là interdits. La jeune fille est tiraillée. Quel sens cela aurait-il de céder à cet homme qui a 47 ans et qui est marié? L'idée est bien trop vertigineuse, car contraire à la morale. Mais comment fermer totalement la porte à François, dont les mots la fascinent, lettre après lettre? Alors, comme pour forcer son destin, Anne va accepter des balades de plus en plus régulières, le jeudi après-midi ou le dimanche. Rambouillet, Compiègne. La déesse de François Mitterrand sillonne la région parisienne. Et à la fin du mois de juin 1964, après un voyage bucolique et tendre à Saint-Benoît-sur-Loire, pris par l'intensité de ces moments partagés, François va alors confectionner un incroyable album. Un journal quotidien dédié à celle qu'il aime, mais qui se refuse toujours à lui. Un document extraordinaire qui débute après presque une année de lettres et de ballades, et dans l'espoir que cette relation se concrétise enfin. Ce journal racontera les jours qui ont suivi celui-ci, 23 juin 1964. De Paris à Saint-Benoît-sur-Loire, de Saint-Benoît à Saint-Germain, j'ai clos la plus belle année. J'ai commencé l'attente et l'espérance. Un journal dans lequel François Mitterrand décide de raconter les moments passés ensemble pour en conserver le souvenir, mais aussi les heures passées loin de Anne, à Château-Chinon ou ailleurs, et dont il veut lui faire le récit. Chaque jour, François découpe une image, fait des collages de lettres et de dessins, note ses impressions, ses sentiments. Comme ce 3 juillet, pour relater un voyage avec Anne en direction d'Autun puis de Clermont-Ferrand, et qui pour lui s'est transformé en route du bonheur. Anne est parfois un soleil. Elle est une Marianne sur un timbre-poste qui signifie la joie de recevoir une lettre. Une gargouille qui garde ses distances avec son soupirant. Mais en cet été 1964, elle est surtout une vague qui est en train d'engloutir François Mitterrand. Je le sais aujourd'hui plus que jamais. Anne est ma joie, ma grâce, mon espérance. Parfois je m'étonne de la place qu'elle occupe dans ma vie. Surprise de l'âme qui doute du bonheur. Anne est semblable à cette vague violente et pure. Quand elle se brise, elle n'est pas écume, mais lumière. Sous la plume et les collages de François Mitterrand, défilent ainsi les jours et les semaines d'une bouleversante conquête amoureuse. François reste subjugué, et il est parfois tétanisé par les émotions qu'il ressent. Ce Christ mort d'Holbein, je scrute son message. L'amour de toi m'occupe tant que me voici semblable à lui, nu, devant une vérité que j'ignore, dépouillé, meurtri.
La jeune femme de 22 ans fait découvrir à François la musique de son époque. Une découverte pour l'homme mûr qui se surprend à écouter le disque avec ferveur pendant qu'il rédige les pages de son journal dédié à Anne. J'écoute Dionne Warwick. Je me saoule de musique. À Anne, je dis ce que mes pensées me dictent sur le moment. Mais je lui exprime aussi un vœu, pour moi très important, aller davantage aux sources de l'émotion esthétique et spirituelle. Pendant cet été 1964, François veut dévoiler à celle qu'il aime les lieux les plus secrets de son cœur. Et d'abord, la maison de ses grands-parents, à Nabino, en Charente, au lieu dit Touvent. Une maison loin de tout, où il a vécu jusqu'à ses 10 ans et qui a illuminé son enfance. La vente de cette maison quand il était enfant a été le premier grand chagrin de sa vie. Anne photographie François devant la petite église de Nabino, puis devant la grille de Touvent, ce paradis perdu qu'il veut absolument partager avec elle. Je ne peux pas raconter ce lundi. Je l'attendais depuis trop longtemps. Je désirais trop voir Touvent avec elle. Et ce jour est venu, avec Anne, à Touvent. Et tout s'est déroulé d'une manière si proche du rêve que j'en ai l'âme et le corps brisés. Le passé a rejoint le présent. Anne, il n'y a pas de mots pour exprimer l'importance fondamentale de ta présence dans ma vie. J'ai dit que j'avais pour toi un grand amour. Cet amour est plus que cela. Il est l'explication d'un destin. Toi et moi, nous durerons au-delà du temps. À l'automne 1964, Anne résiste toujours à ce déferlement amoureux. Mais la déesse de François est comme un refuge dans lequel la jeune femme accepte de sillonner les routes de France. Abbaye de Fontevraud, forêt de Rambouillet, église de l'Oise, puis la Bourgogne, l'Auxois, ballades artistiques et spirituelles pleines de charme. Peu à peu, Anne Pinjot vacille et dessine leur étrange couple de promeneurs. Et au dos d'une enveloppe, Anne ne peut alors s'empêcher d'écrire pour elle ce sentiment de bonheur qui est en train de la gagner. Je suis profondément heureuse. Moment merveilleux de ma vie qui émerge enfin de l'inconscience. Me souvenir de ce bonheur qui est grand, solide, bon. Au printemps 1965, la jeune femme de 22 ans cherche de moins en moins à résister, malgré la culpabilité et le poids du péché qui la tiraille, en raison de ses convictions religieuses. Elle a si longtemps repoussé les avances de François. Elle sait que cette relation n'est pas conforme à la morale de sa famille. Mais elle ne peut plus refouler les sentiments d'amour qui l'assaillent à son tour. Vendredi 9 avril, vendredi 9 avril, vendredi 9 avril, 3 fois, 10 fois, 100 fois. Toute la vie nous saurons ce que signifient ces deux mots et ce chiffre. Cordes, au centre d'un carrefour inconnu, parmi ces vallées découpées dans le creux de la terre, ces rivières de printemps et ces fleurs. Cordes, au centre de notre vie. François photographie Anne. Et Anne photographie François. Diptyque amoureux à chaque étape de cette année 1965, le long d'un itinéraire initiatique qui conduit Anne Pinjot à s'abandonner enfin dans les bras de l'amoureux transi, après 2 années de cours assidus et de flirt. Cordes sur ciel, Beaugency-sur-Loire, le château de Saint-Jean-le-Priche.
Et en août 1965, les jeunes amants fêtent la naissance de leur couple au bord de la Loire, à Chennehuttes-les-Tuffeaux. Comme un voyage de noces, en secret, que François et Anne n'oublieront jamais. Dans le journal, Fleurs séchées et Fleurs dessinées viennent fêter cette union charnelle de deux prénoms. Anne a choisi. À elle maintenant d'être emportée dans une relation passionnelle qui va la submerger. François, lui, est le plus heureux des hommes. Et en cet été 1965, l'amour de la jeune femme lui donne une énergie qu'il pensait avoir perdue. Un sentiment si puissant que François Mitterrand s'apprête même à forcer le destin. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Anne Pinjot et François Mitterrand, Fragment d'une passion amoureuse, est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami 2, adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Yami 2, réalisé par Yvain Gaillard et Hugues Nancy et écrit avec Pierre Favier. Musique, Michel Korb. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.